Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai automobile. Et quel essai, puisque je suis accompagné pendant 6 jours par le nouveau Peugeot 3008. En 2024, le Peugeot 3008 revient pour une troisième génération qui change du tout au tout. Alors j'aime beaucoup cette phrase sur la chaîne, mais c'est encore vrai pour ce nouveau véhicule. Déjà, vous pouvez le voir, le design est complètement novateur. L'intérieur est digne d'un concept car. Et sous le capot, on a également beaucoup de changements avec de l'électrique et de l'hybride. Bref, ça change énormément. Alors pendant un peu plus de 6 jours et normalement 2000 km, je vais vous faire découvrir le Peugeot 3008, voir ses atouts, également quels sont ses défauts. On part donc à la découverte du nouveau Peugeot 3008 dans sa version électrique 2024. C'est parti! C'est donc la première journée de découverte de ce Peugeot 3008 et on va tout d'abord découvrir l'extérieur qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment original. Alors c'est un extérieur qui évolue quand même en profondeur et c'est assez étonnant de voir que chez Peugeot, le Peugeot 3008, la première génération est très différente de la seconde et la seconde est donc très différente de cette troisième génération. Il faut savoir que ce Peugeot 3008, ça reste la quatrième vente chez Peugeot, après la 208, le 2008 et la 308. C'est donc un véritable best-seller qu'il faut quand même changer. Or ici, vous allez me dire, on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus massif que le précédent. C'est vrai, puisqu'il fait 4,54 m, plus 10 cm. En largeur, il est encore plus large, plus 5 cm avec 1,89 m. Et en hauteur, c'est encore plus haut, avec 1,64 m plus 2 cm. Il est donc, vis-à-vis de l'ancien 3008, 10 cm plus long, 2 cm plus haut et 5 cm plus large. Et ça change quand même énormément de choses sur la balance. Ici, on a un véhicule qui est à peu près du même gabarit qu'un C4 Grand Picasso de l'époque ou qu'un ancien Scénic. Et ça se voit, on a quand même un style qui peut paraître un tout petit peu surchargé par certains endroits. Surtout, on a un véhicule qui est très haut et ça change vraiment énormément de choses. Alors, on va tout d'abord débuter par la découverte de la face avant qui, elle aussi, évolue énormément. Tout d'abord, vous l'aurez noté, on va retrouver les 3 nouvelles crocs qui sont dans la calandre des crocs qui sont LED. On a d'ailleurs ici les optiques également spécifiques à notre version d'essai qui est donc la version GT avec la teinte Bleu Obsession, une teinte que l'on a déjà pu découvrir par exemple sur la Peugeot 408. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. On a donc des teintes qui peuvent avoir un suivi assez particulier des pleins feux et c'est assez agréable quand même de rouler avec ce type d'optique. On a donc une calandre qui s'inspire un tout petit peu au niveau des optiques de la nouvelle Peugeot 508, la dernière, mais où il y a une différence avec la Peugeot 208 et le Peugeot 2008, où les 3 crocs elles sont plutôt un peu plus basses sur le pare-choc. C'est assez étonnant de la part de Peugeot d'avoir un 3008 ici qui reprend un style d'une voiture qui est déjà mi-vie, en l'occurrence la 508. Alors cette calandre est quand même assez particulière. Tout d'abord, on peut noter qu'on a le 3008 qui est présent ici au niveau du capot, qu'on a un capot d'ailleurs qui est assez peu bombé. On a uniquement des traits ici qui sont assez marqués à droite et à gauche. On a une calandre également avec l'effet 3D très classique maintenant sur les marques du groupe Stellantis, avec le blason Peugeot qui est au milieu. Et on a un bas de face avant qui est assez dépouillé. On va retrouver une grille classique et les différentes ADAS. Assez simple, assez sobre, mais ça reste quand même très chargé. D'ailleurs, on peut le voir, ici on est sur une version électrique. Cette calandre là, en fait, est un tout petit peu fausse. On n'a pas d'aération moteur. On a également ceci qui est assez étonnant. Ça rappelle un tout petit peu ce que propose Renault actuellement sur le Captur, sur l'Austral, avec des éléments décoratifs en noir pour vraiment agrandir un tout petit peu cette face avant. On rappelle quand même qu'en largeur, il fait 1,89 m et ça se remarque. En latéral, ce Peugeot 3008 a une forme un tout petit peu coupée. C'est quand même extrêmement particulier. On va tout d'abord également retrouver du noir laqué qui fait tout le tour du véhicule. Ça va vraiment marquer le côté SUV. Ici, on a avec les jantes qui sont spécifiques à notre version d'essai électrique. C'est les jantes 20 pouces en Sofia. Il faut savoir qu'on retrouve également du 19 pouces. En fait, on a des jantes qui sont un peu celles aussi de la 408, qui sont un peu pleines pour évidemment l'autonomie de l'électrique. On retrouve maintenant, c'est monnaie courante depuis la 308, le blason Peugeot en latéral. D'ailleurs, on notera qu'on a une petite particularité ici avec une petite ailette qui déborde un tout petit peu parce que c'est vrai qu'on a quand même les roues, on peut le voir, qui débordent un tout petit peu de la carrosserie.
pour raison de réglementation, on a cette petite ailette en bas de caisse. Si le Peugeot 2008 qu'on avait déjà pu découvrir avait vraiment un côté qui était très marqué avec beaucoup de formes, sur le Peugeot 3008 on a vraiment l'absence de ce type de forme, de décor en 3D. Ici on est quand même assez plat, ça reste très symétrique. On a uniquement cette ligne qui est juste ici, qui va de la porte avant à la porte arrière. Et après on a uniquement ce creusement qui fait au final office un tout petit peu de décor en latéral. Également, comme on peut le voir, on a un tour de roue qui est un parfait arc de cercle, complètement différent par exemple de ce qu'on peut retrouver en termes de design aujourd'hui chez Toyota. Et c'est aussi différent par exemple de chez Renault avec l'Austral, puisque par exemple, vu qu'on a 4 roues directionnelles à l'arrière, on a un petit déport au niveau de ce arc de cercle. Le pavillon, quant à lui, ici est aussi assez particulier, puisque comme on peut voir, il est très haut, avec des vitres qui sont également très hautes, des vitres qui ne sont pas forcément très grandes, et on a également un pare-brise qui est assez bien incliné. On a d'abord cette petite baguette qui fait vraiment tout le haut du pavillon, pour vraiment marquer ce côté sportif. Et comme on peut le voir ici, en fait, on a un élément de carrosserie en noir, quasiment vitré, qui se fond au final avec la vitre de custode arrière, puisqu'on en a une toute petite qui est cachée juste ici. Et c'est vrai que quand même ce véhicule est relativement imposant. En termes de concurrence, ce Peugeot 3008 a une particularité, c'est-à-dire c'est une plateforme qui peut accueillir plusieurs énergies. Ici, on est avec une version électrique, on peut aussi retrouver une version hybride, alors que du côté de la concurrence, c'est tout simplement chez Renault avec le Renault Austral pour la version hybride et le Renault Scénic, le tout nouveau pour la version électrique. Et ce Peugeot 3008, ça reste le plus imposant, parce que vis-à-vis de l'Austral, il est 3 cm plus haut, 3 cm plus large, ce Peugeot 3008, 7 cm plus large encore, c'est assez incroyable. Vis-à-vis du Scénic, c'est encore plus marqué, ce Peugeot 3008 est 7 cm plus grand, 7 cm plus long et 3 cm plus large. Bref, vous l'aurez compris, que ce soit l'ancien 3008, l'Austral ou le Renault Scénic, ce Peugeot 3008 est tout simplement beaucoup plus imposant. On retrouve au final que la Peugeot 308 SW qui est un tout petit peu plus longue chez Peugeot aujourd'hui. Il y a 9 cm d'écart. Alors à l'arrière, il a beaucoup fait parler de lui ce Peugeot 3008. On a vraiment... En vrai, c'est assez difficile à décrire. La plupart du temps, on a des coffres arrière qui sont très marqués, un peu soignés, un peu designés. Ici, c'est droit. Voilà, c'est une coupe quasi franche du coffre arrière. Alors, on va retrouver les 3 nouveaux optiques. Ici, sur notre version, on a les 3 feux en griffe LED. On va évidemment retrouver le Peugeot qui est présent ici, le i3008 sur un mal de coffre. Et comme on peut le voir, on a vraiment un coffre qui est gigantesque. Bon, petite originalité, c'est que l'ouverture est placée juste ici. Ça rappelle un tout petit peu des S3 Crossback au niveau de son emplacement, qui était quasiment au niveau de la plaque d'immatriculation, très bas. Un peu original, un tout petit peu dommage quand même. On a quand même une lunette arrière qui est plutôt conséquente et volumineuse. C'est plutôt bien pour effectivement la visibilité à l'intérieur. Et d'ailleurs, on peut noter aussi ce petit becquet très sportif. Ça, c'est vraiment pour optimiser l'aérodynamisme pour cette version électrique qui d'ailleurs a des consommations plutôt surprenantes. Donc si à l'avant on n'avait pas forcément de traits très marqués ni en latéral, ici on en a on a une belle arête juste ici au niveau du pare-choc arrière. Et après on va retrouver une sorte de diffuseur assez peu sportif, mais on retrouve du laqué comme d'habitude aujourd'hui, avec la présence à nouveau de ce petit rappel un peu gris satiné qu'on retrouvait également en hauteur de pavillon. On a les catadioptres qui sont juste en dessous et les éléments également des ADAS. On a un pare-choc arrière qui est quand même assez traité, comme on peut voir. On a les optiques, on a l'intégration ici des radars de recul. On a une sorte de mini diffuseur juste présent juste ici. On a également des nervures qui sont bien présentes ici, qui forment encore un triangle, la plaque d'immatriculation. Là on a un petit bossage. Là aussi on a encore une sorte de pli. Vraiment, on a vraiment beaucoup de traits sur la partie arrière et c'est très surprenant. C'est même très particulier. Bref, vous l'aurez compris, ce Peugeot 3008 d'extérieur est quand même particulier.
Moi, je pense que c'est vraiment ça, hein. Aujourd'hui, on avait un 3008 qui était assez sobre, hein, la seconde génération, était très passe-partout. On l'avait d'ailleurs testé, hein, sur la chaîne en version PHEV. C'était un véhicule qui faisait le job, où il demandait d'être polyvalent. C'était un véhicule polyvalent. Là, aujourd'hui, Peugeot propose un SUV affirmé, avec une posture très particulière. Véhicule qui est assez encombrant quand même, il est plus haut, plus long, plus large. Mais ça reste raisonnable, hein, puisqu'on a quelques centimètres de plus, hein, qu'une Peugeot 308 en largeur, malgré ce côté imposant. Et c'est surtout en fait son design qui fait qu'il est énormément imposant, parce qu'on va avoir en fait un capot, hein, qui est très haut, un coffre arrière qui est très plat en termes de design, et donc forcément ça donne cette impression de grandeur. Donc pour petite conclusion de ce design extérieur, c'est vraiment soit on aime, soit on n'aime pas. Mais c'est vrai que ça apporte quelque chose qui est complètement différent. Et vis-à-vis par exemple d'un Renault Scénic qui lui peut passer un peu passe-partout, ce Peugeot 3008 se remarque. Nous continuons notre périple à bord du Peugeot 3008 avec aujourd'hui la découverte de la ville de Jublain en Mayenne, ville romaine. Mais on va aussi s'intéresser à l'intérieur de ce Peugeot 3008 2024. Alors je vous avais dit que cet intérieur c'était un véritable intérieur de concept car. Je pense que vous avez tout de suite la réponse, hein. Effectivement, si chez Peugeot on adore les intérieurs très originaux, ce Peugeot 3008 est encore plus original que les précédentes générations. À une époque, on avait uniquement le petit volant, hein, qui était caractéristique de Peugeot. Là, on a clairement toute la planche de bord, la planche centrale. Dernièrement, je vous avais fait découvrir sur la chaîne le Toyota CHR, hein. On peut voir le gap, hein, qu'il y a entre une voiture japonaise et une voiture française en termes d'intérieur. Ici, c'est vraiment très original. Alors on va s'installer, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et ici, on est tout de suite marqué par cet immense écran. Alors ça fait 21 pouces, c'est un écran qui est dit flottant. Et c'est vraiment un écran de concept car, littéralement, hein. Comme on peut le voir ici, on ne voit pas les supports. Il est complètement orienté vers le conducteur. Ça c'est quand même complètement fou. Et on a un petit écran supplémentaire qui est présent ici, qui est le e-toggle qu'on a déjà pu voir sur la Peugeot 308 par exemple. Et qui sert en fait de raccourci, hein, pour justement utiliser cet écran qui est central. Alors avant d'allumer la voiture, hein, on peut quand même découvrir un intérieur qui est plutôt novateur, avec beaucoup de formes, hein, beaucoup de choses à découvrir. Alors moi j'adore ça, hein, c'est une sorte de tissu. Alors après à voir comment ça va vivre, hein, mais je pense que ça peut peut-être se laver à l'éponge assez facilement, et donc à vivre ça va être très agréable, hein. On a quand même une super sellerie ici sur notre version GT avec un tout petit peu d'Alcantara. On retrouve le logo Peugeot juste ici. D'ailleurs, petit regret, hein, les sièges avant ne sont pas électriques. Voilà, ils sont encore manuels, même si on est sur la finition la plus haute. Alors, ils sont quand même chauffants, mais pas d'électrique, c'est assez surprenant. Alors, on va pouvoir démarrer ce Peugeot i3008. Bon, ça va se faire en silence puisqu'on est ici forcément sur une version qui est donc électrique. Et d'ailleurs, vous pouvez noter, hein, qu'on retrouve ce fameux commodo de sélecteur de vitesse, hein, cette fois sur la planche de bord. C'est du classique chez Stellantis, mais avant, il était présent juste ici, à la place du levier de vitesse. Et là, ils l'ont vraiment mis un peu de manière originale. Alors, de quoi cet écran se compose? Alors déjà, il est tactile sur toute sa partie droite. Voilà. On est ici sur une version de pré-série, hein, donc l'écran n'est pas forcément très réactif. J'espère que ça se viendra par la suite. Là, on a directement, par exemple, les raccourcis par les ADAS. Et en fait, on peut voir ici, on a un autre affichage. On peut, par exemple, choisir la navigation, qui est d'ailleurs assez bien optimisée, hein, puisque, par exemple, on peut choisir les différents raccourcis. On peut également choisir le mode de climatisation, comme on peut le voir, le média qu'on veut écouter. On a du mirror screen si on veut utiliser Apple CarPlay ou ce genre de choses. On peut télécharger des applications également, je pense, supplémentaires juste ici. Les ADAS, on a vu. On a également le mode énergie juste ici. Alors personnalisation, j'ai pas donc réussi à trouver une personnalisation pour ce type d'affichage. Donc on va retrouver la vitesse. Ici, le petit affichage, si on conduit de manière éco ou si on sollicite beaucoup le moteur. Nombre de kilomètres de cette voiture, comme vous pouvez voir, elle reste relativement neuve, hein, 2726 km. On va essayer de dépasser les 3008 km avec ce véhicule. Ici, autonomie de batterie. On a un tout petit peu de noir laqué qui est présent au niveau des écrans, hein. Ça reste quand même très salissant et très sensible à la poussière. Il y en a un peu moins qu'avant, donc c'est quand même très bon signe. Ça d'ailleurs, c'est aussi issu de la Peugeot 308.
Bon, ça marche plus ou moins. Des fois, ça a tendance un tout petit peu à s'éteindre. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les boutons numériques, on a quand même des boutons physiques, comme par exemple ici, avec tous les raccourcis qui vont servir à la climatisation. Là, juste en dessous de cet écran-là, on va retrouver une possibilité de recharge à induction de téléphone. Alors par contre, c'est une induction sans ventilateur. C'est un tout petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles chez la concurrence, notamment japonaise, qui en fait proposent une recharge induction avec ventilateur. Et en fait, ça permet de recharger sans surchauffe le portable. Et je pense que ça va vraiment devenir nécessaire ces prochaines années. Ici, on va pouvoir sélectionner mode de conduite avec un petit bouton qui est plutôt léger. Mais comme on peut le voir, on a donc le mode sport. On a d'ailleurs la couleur PSE qui s'affiche au niveau de la planche. On a également le mode éco. Normal, éco, sport. Les warnings. Un petit raccourci pour le son et le classique frein de parking. Donc comme on peut le voir ici, il n'y a absolument rien. Et d'ailleurs, ça commence déjà un tout petit peu à avoir des marques. D'un point de vue pratique, on va retrouver deux porte-gobelets plutôt efficaces et pratiques. Juste ici, on a donc un repose-téléphone. Normalement, c'est une sorte d'innovation. En fait, vous pouvez poser votre téléphone, ouvrir le rangement et le téléphone ne tombe pas. À voir. Pour le moment, ça n'a pas forcément très bien marché. On a deux prises USB-C qui sont présentes juste ici. Un rangement qui est plutôt conséquent. Très orienté côté passager. On a d'ailleurs une prise 12 volts aussi qui se cache juste là. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Un petit rangement supplémentaire. C'est toujours bienvenu, surtout sur un véhicule qui se veut familial. Ici, on a un grand accoudoir central qui est d'ailleurs réfrigéré. Comme on peut le voir, on peut quasiment contenir une bouteille d'eau d'1 litre et un peu plus de choses. Très bienvenue également. J'ai pas forcément évoqué, mais on a un dessin au niveau des portières intérieures qui est aussi très particulier. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui est droit. Ouais, si on prend un tout petit peu de recul, on a quand même vraiment un accoudoir qui est très incliné. Idem pour l'accoudoir qui est supérieur avec la poignée. Il y a tout qui est penché. C'est le cas à l'avant, à l'arrière et aussi côté conducteur. Parce que si on va regarder ma portière, et ben voilà, on voit que c'est très chargé. On a tous les boutons qui sont présents juste ici, complètement inclinés. C'est très déstabilisant, mais voilà, ça apporte quand même un dynamisme, on va dire. Mais c'est quand même étonnant, comme on peut le voir. Ici, on va retrouver une sorte de cuir, du plastique, le tissu, l'élément décoratif, un autre élément en gris satiné qui rappelle l'extérieur. C'est très chargé cette portière. D'ailleurs, un petit peu de feutrine ici avec un bon rangement pour finir. Et donc cet élément décoratif qui est présent juste ici rappelle en effet ce qu'on peut retrouver au niveau de la calandre avant, avec la possibilité d'avoir plusieurs teintes accessibles. Or pour ça il suffit d'aller dans paramètres, il me semble. On va aller dans luminosité, éclairage intérieur. Déjà on peut choisir si voilà, on veut les allumer plus ou moins fort. Il faut d'ailleurs savoir que c'est allumé de journée et de nuit, ça c'est assez novateur. On peut également changer la luminosité du cockpit qui est présent juste ici. Et en fait, on peut également choisir les différentes couleurs dans les différents modes qui sont quand même bien présents. D'ailleurs, on peut même faire des mises à jour juste ici. La présence de services connectés. Et évidemment, on peut créer son propre profil si on veut des paramètres différents. Bref, il y a quand même beaucoup de choses à voir. L'écran est assez réactif. Et c'est plutôt bon signe. Alors, au niveau du volant. Bon, il n'y a pas de révolution chez Peugeot. Ici, on est sur un petit volant très particulier, ce qui fait qu'on a une position particulière, puisque comme on peut le voir, en fait, on ne voit pas forcément le volant quand on regarde la route. On a vraiment le volant, l'écran, la route, trois éléments qui sont complètement différents. Bon, comme vous pouvez voir également, on a la possibilité d'avoir commande vocale avec le OK Peugeot. Bon, forcément, on va beaucoup dire Peugeot dans cette vidéo, donc il va avoir tendance souvent à s'allumer. Comme on peut voir également ici, voilà, on va avoir un nouveau volant qui possède des nouveaux boutons de part et d'autre. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à un environnement Peugeot, ce Peugeot 308 est complètement différent au niveau de l'interface de conduite. On va donc retrouver les ADAS à gauche, le son à droite, des pattes de régénération, on verra ça par la suite. Et également ces petits commodos qui rappellent un tout petit peu ceux qu'on peut retrouver chez Renault aujourd'hui pour les essuie-glaces et les optiques.
Bon, on va pouvoir s'intéresser maintenant un tout petit peu aux banquettes arrière, puisque ça reste un véhicule qui se veut donc familial. D'ailleurs, sur notre version GT, je ne vous l'avais pas encore fait noter, hein, mais on a effectivement la présence d'un toit qui est donc panoramique et d'un toit également qui est donc ouvrant. Or, il est un tout petit peu petit, mais ça reste surtout agréable, surtout en été, surtout quand on est sur un véhicule comme ici, qui est électrique, et donc ça permet d'économiser un tout petit peu d'énergie. Ouais, on a une petite ouverture également. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, hein, au niveau des sièges, on a quand même tout ce toit qui est assez reculé, donc on n'en profite pas forcément. D'ailleurs, petite note supplémentaire, hein, les sièges qui sont ici, malgré que ce soit une version GT, ce n'est pas des sièges électriques. Surprenant et dommage, surtout vis-à-vis de la concurrence. Il me semble que sur le Scénic, hein, on a un siège d'ailleurs qui a le mode électrique de retrait. Alors à l'arrière, on va retrouver suffisamment de place. Bon, on n'est pas aussi grand que dans certains véhicules familiaux, mais ça reste quand même agréable à vivre. On a une banquette qui est 1 tiers, 2 tiers. Comme on peut le voir d'ailleurs, on n'a pas de trappe à ski. On a ici 2 petits porte-gobelets à l'intérieur. C'est vraiment le minimum quasiment. Des petits rangements ici qui sont non fermés. On a quand même 2 prises USB-C, un 12 watts aussi à l'arrière. La possibilité d'avoir la clé, mais pas de réglage présent juste ici. D'ailleurs, on peut le voir, hein, la visibilité 3/4 arrière est très particulière puisqu'on a en fait ces sortes de petites vitres. Alors, on peut quasiment appeler ça des meurtrières. Hein. C'est original, mais ça apporte pas vraiment grand-chose. Un tout petit peu de lumière, tout au plus. Alors maintenant, du point du coffre, hein, puisqu'on est quand même sur une version électrique, est-ce qu'on a un grand coffre? Ici, on va retrouver normalement jusqu'à 520 litres de coffre. C'est relativement similaire à ce qu'on avait sur la précédente génération de 3008. Hein. On a donc la possibilité d'avoir des câbles qui sont en dessous. Ici, par exemple, on a le T2. Ici, on a le rangement pour le câble domestique. Donc, comme on peut voir, on a quand même un coffre qui est relativement suffisant pour un véhicule de ce gabarit. On a encore une prise 12 volts, hein, ça fait la 3e de cette voiture. Bon, on a assez parlé de véhicules à l'échelle 1.1. On va maintenant d'ailleurs pouvoir aborder rapidement les miniatures, puisque ici, je suis accompagné par des épures du fabricant Voxy-Neuf qui propose des épures. Alors celles-ci sont un tout petit peu particulières, que comme vous pouvez le voir, elles ont un emballage qui est plus ou moins réussi, qui est même particulièrement réussi, hein, qui rappelle en fait le véhicule d'essai de ce 3008 avec un emballage spécifique. Alors c'était 3 versions ici qui étaient réservées aux journées presse avec une épure qui est la même, donc uniquement l'emballage qui change. Et ces 3 références sont disponibles sur une célèbre plateforme de vente en ligne, eBay, par le fabricant lui-même, qui en propose quelques-unes pour les collectionneurs qui ne peuvent pas attendre ce genre d'éléments. Il faut donc savoir que ces épures seront aussi très prochainement disponibles sur la boutique en ligne Peugeot, mais elles seront peintes avec les différentes couleurs de ce véhicule. Alors on va retrouver par exemple le bleu iconique, etc. Donc c'est-à-dire que les épures du 3008 classique resteront au final des véritables objets de collection plutôt rares. Donc ça, vous pouvez donc les acquérir dès à présent sur eBay. Les versions qui posséderont une couleur spécifique seront très prochainement en ligne sur la boutique Peugeot Lifestyle. Il faut également savoir que la miniature à l'échelle 1/43e de ce Peugeot 3008 sera prochainement proposée avec une réplique collection de nos rêves qui sera proposée sur la boutique en ligne de chez Peugeot avec 2 teintes. On va retrouver ce bleu Obsession, on aura également le blanc Oclinite. Normalement, ça sera un tarif à peu près de 45 €. Donc disponible dans quelques temps et donc il n'y aura pas d'échelle à 64e. Donc pour petit rappel de miniature, vous pouvez donc déjà acquérir ces exemplaires ici, donc une épure en gris métal qui a donc été réalisée pour les journées presse de chez Peugeot avec 3 types de boîtage sur eBay grâce au final au compte du fabricant, donc Voxy-Neuf. Vous aurez également des épures qui seront commercialisées sur la boutique en ligne Peugeot, les mêmes que celle-ci, mais avec les teintes carrosserie très prochainement. Et vous aurez également une miniature 1/43e de collection, nos rêves de couleurs, qui sera aussi commercialisée sur la boutique en ligne de chez Peugeot. D'ailleurs, dernier point, comme on peut le voir ici, on a un coffre électrique qui est plutôt
très haut vis-à-vis du gabarit de la voiture. Attention dans les parkings souterrains à ne pas se faire avoir. Ça me rappelle un tout petit peu ce qu'on avait eu comme problématique sur le Renault Arcana. D'ailleurs, c'est dommage au final qu'on ne peut pas régler la hauteur d'ouverture du coffre, hein. Ça serait vraiment top, hein. Et d'ailleurs, ici, on ne l'avait pas évoqué, mais on a également la trappe à énergie avec une prise combo CCS, comme d'habitude chez Stellantis. Donc vous l'avez compris, hein, l'intérieur de ce Peugeot 3008, c'est réellement un véritable concept car, très original, complètement différent. Et il faut un tout petit peu de temps pour s'habituer. Alors est-ce que ça va refroidir certaines personnes qui sur 10 minutes ou 15 minutes vont faire un essai? Ou bien est-ce que ça va conquérir la foule parce que c'est vraiment original? Je pense que c'est vraiment ça le terme à retenir de cet intérieur. C'est un concept car complètement détonnant. Et ça fait du bien quand même que Peugeot propose ce type d'éléments. Sur Minin, j'adore également évoquer l'ambiance nocturne chez les constructeurs. Et sur ce nouveau Peugeot 3008, cela n'échappe pas à la règle, hein. On a vraiment une ambiance nocturne qui est assez réussie. C'est d'ailleurs très étonnant en fait d'avoir l'intégralité de l'allumage de la console centrale. Ici on est en mode normal, donc elle a été configurée en bleu de série. Et ça s'allume de jour et de nuit, mais c'est vrai que de nuit c'est quand même assez frappant, hein. C'est très visible et c'est même immanquable. On voit très bien quand même l'écran 21 pouces de nuit d'ailleurs qui se règle en luminosité, on peut évidemment le baisser. On a également des petits rétroéclairages qui sont présents au niveau des supports de téléphone. On a le premier qui est ici, le second qui est ici. On notera qu'on a assez peu d'éclairage au niveau des caves de pied, que ce soit côté passager ou côté conducteur, et également au niveau des portières. Et par exemple, l'arrière est plongé dans le noir. C'est assez étonnant de la part de Peugeot sur ce véhicule, quand on sait que par exemple des précédentes Peugeot 508 pouvaient avoir des petits rétroéclairages un tout petit peu partout dans l'habitacle. Donc en fait, on a vraiment, même de nuit, cette impression de concept car qui reste très présent sur la partie avant de ce Peugeot 3008. Et enfin, petite chose également au niveau des optiques, on retrouve donc des optiques à propagation, donc c'est-à-dire qu'au final c'est la voiture qui va réussir à mettre les pleins phares d'elle-même. Ça fonctionne plus ou moins, mais c'est vrai que ça commence à devenir vraiment nécessaire quand on voit ce que propose la concurrence. Et quand même on a un très bon éclairage, Ici on rappelle qu'on est avec 3 crocs LED. Bienvenue à bord de ce Peugeot 3008 édition 2024. Alors on fait un petit trajet témoin ensemble depuis ce matin, puisque je suis parti de la Mayenne pour me rendre à Paris, une distance d'un peu plus de 250 km, qui est un tout petit peu mon trajet référence par la Nationale 12. On va avoir des portions à 90, des portions à 110, des portions de ville à 50, et c'est un bon trajet pour tester les voitures électriques. Il y en a certaines, elles n'ont pas réussi à faire tout d'une seule traite, je pense par exemple à la Citroën IC4, mais avec ce Peugeot 3008 et sa batterie de 73 kWh, il n'y a aucun souci, Je pense même qu'un Rennes-Paris, c'est quasiment abordable aujourd'hui. On a déjà bouclé quasiment 1500 km à bord de ce Peugeot 3008, et vraiment, au final, je l'aime bien cette voiture. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. C'est vrai que pour quelqu'un qui était très habitué à des Peugeot, il y a tout qui change. On le verra sur l'autre vue quand on découvrira un tout petit peu l'interface en conduite. C'est assez déstabilisant. Néanmoins, le point positif, c'est qu'on est sur une vraie voiture électrique, quand même, avec des palettes de régénération. On a une bonne efficience. On verra aussi ça en conclusion. Parce qu'au final, on arrive quand même à faire quasiment plus de 400 km assurés avec ce 3008. Et en ville, on peut même tatillonner les 500. Et sur certaines conduites, je pense très souples sur départementales, on peut même viser les 550 à 600. Et sur certains trajets, on a fait par exemple ce week-end quasiment 70 km sur départemental avec une consommation de 11 kWh au sens qui est relativement agréable. En termes de ressenti, également très bon point sur ce Peugeot, moi j'ai beaucoup aimé ça. C'est tout simplement au niveau de la direction qui est très légère et d'ailleurs un superbe rayon de braquage, quasiment plus faible que ma Peugeot 207. Quand on connaît la longueur de ce Peugeot 3008, c'est assez surprenant. On a également une assise qui est très particulière. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos avec certains médias qui évoquaient une très bonne position de conduite. Il faut la trouver. Je pense que c'est toujours le même compromis chez Peugeot. Il y a certaines difficultés sur l'installation. En fait, c'est vrai qu'on est assis un tout petit peu comme dans une 208, très haut, puisqu'on est sur une version SUV.
Mais néanmoins, il faut quand même apprécier le fait de ne pas voir le volant et d'avoir le compteur qui est donc remplacé maintenant par un écran qui fait aussi office d'affichage tête haute. Dans tous les cas, on a vraiment l'impression d'être dans un concept car à l'intérieur et ça peut changer de la concurrence. J'avais évoqué les Renault Austral et également Renault Scénic, mais on a évidemment le Tesla Model Y aussi en électrique qui est un des concurrents de ce Peugeot 3008. On dit souvent que toutes les voitures se ressemblent et au final c'est vrai que cet intérieur du nouveau 3008 c'est différent. Je pense que c'est soit on l'aime soit on n'aime pas, mais on a vraiment une très belle proposition juste ici. Alors moi je suis quelqu'un qui est très habitué à l'environnement Peugeot et c'est d'ailleurs très surprenant puisque l'ensemble des commodos ont été modifiés sur le 3008. Donc il faut un tout petit peu de temps pour s'y retrouver. Déjà sur le volant, on voit qu'il y a une nouvelle allure, malgré qu'il reste assez petit et compact. À droite, on va retrouver la gestion de la radio. À gauche, les ADAS. Derrière, les commodos ont également été modifiés. On dirait un tout petit peu, par exemple, le côté style R5, avec des supports de rouge à lèvres, par exemple. À droite, on va retrouver les essuie-glaces. À gauche, les classiques optiques. Et on a les petites palettes de régénération qui sont situées juste derrière. Parce que effectivement, on a bien 3 palettes de régénération sur ce Peugeot 3008. Ça, c'est nouveau, puisqu'avant, on avait uniquement un mode break qui était présent sur le véhicule. D'ailleurs, on notera aussi que maintenant, le commodo de sélecteur de vitesse et au niveau de la planche de bord, c'est assez original. Mais il reste complètement identique à l'ensemble des véhicules du groupe Stellantis. Au niveau de l'affichage, ici, c'est relativement simple. À gauche, on a la vitesse. Ici, on a la gestion des ADAS. Ici, l'autonomie. Comme on peut le voir, on a déjà fait, je pense, plus d'une centaine de kilomètres. Il nous reste encore 70% de batterie avant de rejoindre Paris. Petit liseré bleu, blanc, rouge ici avec marqué Peugeot. C'est assez original et plutôt bien intégré. Le kilométrage total, seulement 2880 pour notre version d'essai. Charge EcoPower, ça c'est en fonction de votre accélération. Et puis vous avez une sorte de petite animation en fonction de votre dosage de pédale. Alors par contre, j'ai pas réussi à modifier les écrans qui sont ici, je sais pas si c'est possible, j'ai essayé de lire la notice mais c'est pas le cas. D'ailleurs assez surprenant puisque dans l'ensemble des autres véhicules de chez Peugeot, on avait plein de versions qui étaient disponibles. Alors rapidement, au niveau des palettes de régénération, qu'est-ce que ça change et surtout c'est quoi la régénération dans une voiture électrique? On rappelle que dans une voiture électrique, comme ce Peugeot 3008, la plupart du temps on utilise très peu en fait la pédale de frein. Là par exemple, on va arriver dans une zone 70 et 50, je suis en mode régénération 1, c'est-à-dire le mode de charge, c'est-à-dire que quand je vais faire un lever de pédale complet, comme ici, vous allez voir, la voiture se met en charge toute seule. Si je me mets en mode 3, par exemple, pour rentrer à 50, bien faire attention derrière parce que des fois c'est surprenant, vous avez une régénération qui est beaucoup plus forte. Alors vous avez d'ailleurs les feux stop qui s'allument quand vous êtes en mode 2 ou à peu près 3. À partir d'une certaine régénération, vous avez donc quand même un affichage pour les gens qui sont derrière. Mais c'est vrai que ça peut surprendre des véhicules thermiques classiques. Et donc sur un parcours, quand on regarde un tout petit peu les consommations en termes d'utilisation, on peut voir que par exemple ici, j'ai utilisé 24,3 kWh de batterie depuis mon départ. Et j'ai régénéré, donc récupéré 2,1 kWh, ce qui est quand même pas négligeable. Donc à l'approche d'un rond-point, vous vous mettez en mode 3, vous lâchez tout et vous freinez doucement. Par contre, on est obligé sur ce Peugeot 3008 d'utiliser la pédale de frein pour s'arrêter. Il n'y a donc pas de one pédale. Ça, c'est un petit défaut. Je trouve que c'est vraiment nécessaire et c'est vraiment top dans une voiture électrique de pouvoir utiliser qu'une seule pédale. En termes d'accélération, ça reste assez franc, comme on peut le voir, sans non plus être stratosphérique. On reste sur un véhicule qui est assez lourd, malgré 210 chevaux. Bon, ça reste une voiture électrique classique qui n'a pas un comportement sportif, mais on peut s'amuser quand même avec, et il reste dynamique. Et surtout, ça évite d'utiliser trop la batterie. Donc là, j'étais en mode normal, en mode sport, on a uniquement le dosage de la pédale qui est un tout petit peu plus franc. Ce Peugeot 3008 comporte de nombreuses ADAS et on va évidemment retrouver le régulateur de vitesse qui va s'activer juste ici. On va pouvoir sélectionner sa vitesse, donc par exemple 90. On va pouvoir activer après le maintien dans la voie qui s'appelle le Drive Assist. Et comme on peut le voir, on a la possibilité d'avoir le dépassement semi-autonome, nouveauté, il me semble, sur ce 3008. J'avais encore jamais vu sur Peugeot. On met OK ici. Et voilà, on a donc le volant qui va effectuer la manœuvre tout seul. On a juste à maintenir, comme toujours, les mains sur le volant, puisque on est sur un système semi-autonome et pas 100% autonome. Une fois le dépassement du camion terminé, on remet le clignotant,
Voilà, donc là c'était un peu trop tôt. On a donc le OK, on peut appuyer et comme on peut le voir, voilà, le volant fait la manœuvre tout seul. C'est assez bluffant, ça marche plutôt bien et c'est d'ailleurs quand même très reposant hein, sur des trajets de type autoroutier. On peut également régler juste ici la distance de suivi vis-à-vis du véhicule précédent, moyen, proche ou très loin. On a évidemment hein, le régulateur, mais on a aussi le limiteur, ainsi que le maintien dans la voie. On arrive au terme de ces 220 km de trajet entre l'Ouest et l'Île-de-France, assez représentatif d'une utilisation classique via National 12 et en roulant comme d'habitude, c'est-à-dire aux vitesses autorisées. J'étais donc parti à 100% et me voilà tombé à 54% après 220 km, il me reste encore 212 km. Si je vais voir l'historique, la voiture me dit aujourd'hui que depuis le dernier démarrage, j'ai donc une consommation de 16,6 kWh au 100, assez représentatif des températures. Il fait 9 degrés, j'ai allumé également le chauffage à 20, et avec 16,16 kWh au 100, hein, ça nous donne une autonomie avec la batterie de 73 kWh d'environ 420 km. C'est donc très représentatif, hein, l'affichage restant d'encore 212 km si je continue avec le même rythme. Il faut savoir que ce Peugeot 3008 est donc homologué un tout petit peu en WLTP autour de 14 kWh au 100. C'est pour ça qu'on n'a pas fait les 520 km escomptés. Néanmoins, en fonction des typologies de trajet, le WLTP est facilement accessible et ça c'est vraiment surprenant. Hein. Sur un trajet lors de notre essai de 71 km sur départemental, on est tombé à 11 kWh au 100 avec une bonne température, il faisait 19 et sans chauffage. Et sur ce même trajet, hein, retour qu'on a déjà effectué avec 18 degrés et sans chauffage, on était autour de 14,5-15. Le chauffage dans une voiture électrique, ça comporte à peu près 1 kWh au 100. Et d'ailleurs, on peut le voir ici. Hein. Donc là, depuis le départ, j'ai utilisé 93% de l'énergie pour alimenter le moteur électrique et 1% pour la climatisation. Donc 1% de 38,6 kWh au 100. Donc c'est un tout petit peu plus. Ici, on est à peu près à 2 kWh depuis le départ. 5% autres, hein, c'est tous les systèmes d'ADAS, etc. Et l'environnement de la voiture. Donc on a rechargé 4,9 kWh au 100. Donc en termes d'autonomie de cette voiture, hein, sur départemental et en ville, on peut facilement dépasser le 500 puisque le 11 kWh au 100 est très accessible. En interurbain, on va être souvent entre 13 et 15, ce qui fait quand même une autonomie de plus de 400 km assurée. Hein, c'est ça que je veux bien vous faire comprendre, assurée. Sur autoroute, on va tourner autour de 18 à 20 et donc sur national à 110 comme ici avec chauffage, on va être entre 15 et 17. Donc c'est relativement quand même de très bonnes prestations, 400 km assurés. Sur autoroute, on devrait être à plus de 350, je pense, hein, entre chaque charge. 350 km sur autoroute, ça fait quand même des bonnes heures de conduite. Hein. Et donc on recharge facilement à 100 kW. Donc là, on a réalisé quasiment 2000 km à bord de cette voiture. J'ai eu à la recharger en dehors de mon domicile qu'une seule fois pendant 5 minutes pour être sûr justement d'atteindre mon domicile. Et on a quand même effectué 2000 km. Comme quoi, l'électrique au quotidien avec cette Peugeot 3008, c'est possible. Il est donc temps de passer au bilan de 6 jours à bord du Peugeot 3008 2024. Quasiment 2000 km parcourus. Alors que dire sur cette voiture? Qu'au final, j'avais pas forcément l'impression que l'essai allait bien se dérouler, j'avais quelques a priori. Et là, au final, je suis quand même extrêmement convaincu par ce nouveau Peugeot 3008, il a des belles prestations. Tout d'abord, l'intérieur, je vais redire, mais c'est un vrai concept car. C'est par contre très étonnant de s'asseoir à bord de cette voiture, de la conduire. On a énormément de choses qui sont nouvelles, surtout quand on est habitué à Peugeot. Mais c'est une nouvelle proposition et ça fait du bien d'avoir quelque chose de différent en termes d'agrément d'intérieur et encore plus d'agrément de conduite. Donc bref, on aimera ou on n'aimera pas, mais c'est vrai que ce nouvel intérieur renforce un tout petit peu encore ce côté Peugeot je déteste ou Peugeot j'adore en termes de position de conduite. La deuxième chose, c'est évidemment le comportement routier. Je ne l'ai pas forcément évoqué, mais on a une très bonne filtration des aspérités, que ce soit sur route sinueuse ou sur route légèrement abîmée. Très bon confort en soi. On a un petit côté bateau, un tout petit peu comme dans le DS7 néanmoins, mais c'est pas aussi franc. Donc ça reste un bon compromis entre un véhicule qui reste souple, un tout petit peu typé Peugeot et un véhicule très confortable. Le troisième point, c'est évidemment cette nouvelle motorisation électrique qui permet quasiment plus de 400 km d'autonomie. C'est assez fou. On reste donc sur un 3008 qui reste quand même
assez cher, plus cher que l'ancienne génération. On est à moins de 50 000 euros. On a également un bonus de plus de 5 000 euros disponible sur cette version électrique. C'est important à le savoir. Mais bon, on a toujours la version hybride qui est disponible, mais qui a uniquement 136 chevaux. C'est pas forcément beaucoup. À peu près 10 000 euros d'écart entre la version hybride et la version électrique. Bref, autant opter pour la version électrique qui donc permet plus de 400 km avec à peu près tout type de conduite. Et si on est doué, on peut forcément dépasser les 500 km, voire espérer les 600. Dans tous les cas, ça reste un véhicule un tout petit peu familial. C'est vrai qu'on a un style extérieur aussi qui est très différent. On a un coffre qui est similaire à l'ancienne génération de 3008. Bref, on retrouve à peu près tous les ingrédients qui ont fait le succès de l'ancien Peugeot 3008. Et enfin, un tout petit peu les défauts. Alors, c'est bien d'avoir des palettes de régénération, c'est un vrai plus. Par contre, c'est dommage de ne pas avoir de one pedal. C'est vraiment manquant sur une version électrique et j'espère que l'on aura cette possibilité sur les prochains véhicules de Stellantis. Également, c'est un peu faible, la puissance de recharge qui plafonne maximum à 100 kW. Ça serait bien d'avoir un tout petit peu plus chez Stellantis. C'est des fois important d'avoir une petite batterie mais qui se recharge assez vite. Alors que là, on a une grosse batterie qui mettra un tout petit peu de temps à se recharger. C'est aussi un point d'amélioration. Et enfin, le troisième défaut, c'est un tout petit peu ce qui fait son atout, c'est son intérieur. Soit on aime, soit on n'aimera pas. Mais ça reste très particulier d'avoir cette assise qui est très haute et au final de rechercher un tout petit peu ses repères, un tout petit peu comme on peut avoir dans une Tesla. Donc dans tous les cas, on devrait sûrement voir très prochainement ce Peugeot 3008 un tout petit peu partout sur nos routes. Il est déjà disponible dès à présent en concession. Il faut également donc savoir qu'il y aura une version qui arrivera très prochainement, normalement l'année prochaine, avec une grande autonomie qui devrait dépasser facilement les 600 km. C'est donc la fin de cette vidéo et de l'essai de ce Peugeot 3008. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mininj pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Évidemment, à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux. Et vous pouvez également découvrir cet essai de manière écrite sur mininj.com, l'actualité automobile et des miniatures. Alors j'espère que cet essai long format vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain sur YouTube pour encore plus de nouveautés miniatures et automobiles. On se dit donc à très bientôt. Allez, ciao!